Cette vidéo numéro 8 sera consacrée à la notion de calorimétrie et on va déterminer la valeur en eau du calorimètre. On va parler aussi des coefficients calorimétriques et leurs relations, ainsi que on va essayer de démontrer la loi PV gamma est égal à une constante pour la transformation adiabatique et on va donner une notion sur les coefficients thermoélastiques. Dans cette partie, on va traiter le calorimètre et les coefficients calorimétriques. Alors, c'est quoi déjà un calorimètre? Alors, de manière simple, un calorimètre est un appareil destiné à mesurer les échanges de chaleur qui se font à l'intérieur de son enceinte. Alors, cette enceinte dite adiabatique, parce qu'elle est isolée thermiquement, elle ne permet pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Alors, la fabrication de cette enceinte en pratique, elle est facile. On a mis double paroi en verre et on a créé du vide à l'intérieur pour empêcher les pertes thermiques à travers les parois. Par exemple, les thermos, les bouteilles isothermes que vous avez dans la cuisine, elles sont de très bons calorimètres. Alors, souvent dans les calorimètres, on met de l'eau avec une masse et une température bien contrôlée. On a aussi un agitateur pour bien homogénéiser l'ambiance à l'intérieur de l'enceinte et un thermomètre de grande précision pour mesurer les températures à chaque instant, surtout la température initiale et la température finale, la température d'équilibre. Et bien sûr un échantillon, que ce soit liquide ou solide, pour lequel on cherche les propriétés thermiques. Alors cette figure représente le calorimètre utilisé pour la méthode des mélanges. Sinon il y a d'autres figures, d'autres calorimètres, par exemple pour les réactions chimiques et autres. Alors en résumé, on peut dire que un calorimètre est une enceinte calorifugée, c'est-à-dire isolée thermiquement, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, servant à mesurer les propriétés thermiques d'un corps telles que la capacité calorifique ou la chaleur latente de fusion ou la chaleur latente de vaporisation ou autre. Alors, parmi les applications importantes du calorimètre, c'est la détermination de la valeur en eau du calorimètre et puis la capacité thermique massique de n'importe quel échantillon. Alors, c'est quoi la valeur en eau du calorimètre, appelée aussi l'équivalent en eau du calorimètre? Le calorimètre, c'est un ensemble de vases plus agitateurs plus thermomètre. Donc, tous ces trois éléments se comportent thermiquement comme une masse d'eau, notée mu en kilogrammes. Alors, ce mu, c'est la valeur en eau du calorimètre. Alors, en quelque sorte, cette masse d'eau mu, qui est la valeur en eau du calorimètre, elle serait équivalent d'un point de vue calorimétrique au vase et à l'agitateur et au thermomètre. Alors, lorsqu'on met tous les ingrédients ensemble, en particulier l'eau et l'échantillon, il y a des échanges thermiques. À la fin, quand on atteint l'équilibre, on a une température finale qui est l'équivalent de la température d'équilibre, θF. La paroi du caloromètre étant adiabatique, donc il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc Q, système est égal à 0. Donc le système, c'est quoi? C'est le calorimètre plus O plus échantillon. Donc Q calorimètre plus QO plus Q échantillon est égal à 0. On a donc M calorimètre CO delta T plus MO CO delta T plus M échantillon C échantillon delta T est égal à 0. Les delta T sont différents, ça dépend de la température initiale, de la température finale de chaque élément. Ce qui donne alors mu CO θF moins θI plus MCO θF moins θI plus M1 C échantillon θF moins θ1 qui est égal à 0. On suppose bien sûr que le calorimètre et l'eau ils ont la même température initiale au départ et puis ils ont atteint l'équilibre avec la température finale et l'échantillon lui il a une masse 1 au départ et une température θ1 au départ et il a atteint l'équilibre avec θF. Alors, à partir de l'équation 1, on peut déterminer facilement la valeur de la capacité thermique massique de l'échantillon, de n'importe quel échantillon. Ce qui donne alors C échantillon est égal à CO fois M plus mu fois θF moins θI sur M1, la masse de l'échantillon, fois θ1 moins θF. Mais il reste la valeur mu qui est inconnue. Alors, pour déterminer la valeur de mu, une expérience préalable est nécessaire pour mesurer cette équivalente en eau du calorimètre. Alors on va reprendre la même expérience, mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter l'échantillon solide inconnu, on va mettre une masse d'eau connue avec les données connues, M2, la masse, et C2, CO et θ2. Et après, on en déduit mu. Donc mu est égal à M2, θ2 moins θF moins M θF moins θ initial sur θF moins θ initial.
Les coefficients calorimétriques. Alors, ces coefficients calorimétriques ils sont d'une grande importance pour ce qui va suivre parce qu'ils relient la chaleur aux trois variables importantes, température, pression et volume. Alors, les coefficients calorimétriques sont les deux capacités Cp et Cv et le coefficient L, H, lambda et mu. Alors, en pratique, on détermine tout d'abord Cp et Cv, puis on en déduit les quatre autres. Alors, pour leur définition, le Cp, c'est la capacité thermique à pression constante, le Cv, c'est la capacité thermique à volume constant, H, c'est le coefficient de chaleur de compression, L, c'est le coefficient de chaleur de détente, lambda, c'est la chaleur isocore massique de compression, et mu, la chaleur isobare massique de dilatation. Alors, relation qui relie la chaleur infinitésimale et les coefficients calorimétriques. Alors, pour définir ces relations, on va prendre un système homogène régi par l'équation de type F, P, V, T est égal à 0 et faisons subir à ce système une transformation réversible. Je dis bien réversible. Alors, on a lors de la transformation entre A et B une petite variation de la pression, dP, variation du volume, dV, et variation de température, dt. Alors, pour ne pas trop alourdir les équations, on va prendre n égale à 1, c'est-à-dire 1 mol, et on va définir la quantité de chaleur élémentaire échangée lors de ce processus. Alors, pour les variables indépendantes T et V, on a delta Q égale à CV dt plus LdV. Pour les variables indépendantes température et pression, on a delta Q égale à Cp dt plus H dP. Et pour les variables indépendantes pression et volume, on a dQ, delta Q égale à lambda dP plus mu dV. Avec bien sûr Cp, Cv, LH, lambda et mu, les coefficients calorimétriques. En relation entre les coefficients calorimétriques, en particulier L, H, lambda et mu en fonction de Cv et Cp. Alors si on prend les deux équations qu'on a vues précédemment, dQ égale à Cv dt plus LdV et dQ égale à Cp dt plus H dP, et si on remplace le dt dans les deux expressions pour avoir que dV et dP, et sachant que dt est une différentielle qu'on peut exprimer en fonction de dP et dV avec l'expression suivante. dt est égal à dρ t par rapport à dρ P, c'est-à-dire la dérivée partielle de la température par rapport à la pression à volume constant, fois dP, plus dρ t par rapport à dρ V à pression constante, dV. Et si on intègre le dt dans les deux expressions de delta Q, puis on compare le résultat obtenu avec la troisième expression de dQ, qui est dQ lambda dt plus mu dV, terme à terme. On obtient alors, lorsqu'on compare les termes multiplicatifs de dV, L est égal à Cp moins Cv dt par rapport à dV à pression constante, et mu est égal à Cp dt par rapport à dV à pression constante. Puis, lorsqu'on compare les termes de dP, on trouve H est égal à moins Cp moins Cv dt par rapport à dP à volume constant, et lambda est égal à Cv dt par rapport à dP à volume constant. Ceci pour n est égal à 1. Nombre de moles est égal à 1. Alors si n est différent de 1, c'est pour un nombre de moles quelconque, on remplace tout simplement Cp par ncp et Cv par ncv. Alors faites bien attention, ces relations ne sont valables que pour le cas des transformations réversibles. Parce que si on est réversible, P est différent de P extérieur, et du coup, le travail est différent de moins PdV. Voici quelques applications pour le cas du gaz parfait. Si on reprend les équations précédemment trouvées entre les différents coefficients calorimétriques, et on les applique pour le cas du gaz parfait, sachant que on cherche toujours à ne pas alourdir les équations, donc n est égal à 1 donne PV est égal à RT, en admettant pour l'instant que Cp moins Cv est égal à R, parce que cette relation, on va la démontrer à la fin du cours. On trouve après dérivation L est égal à P, H est égal à moins V, lambda est égal à Cv fois V sur R, et mu est égal à Cp fois P sur R. Donc on peut réécrire pour le cas du gaz parfait les trois équations de la chaleur précédemment notées, uniquement en fonction de Cv et Cp, parce que R déjà elle est en fonction de Cv et Cp. Donc on trouve dQ est égal à Cv dt plus P dV, ou dQ est égal à Cp dt moins V dP, ou dQ est égal à Cv fois V sur R dP plus Cp fois P sur R dV.
Alors, cas particulier des échanges adiabatiques réversibles. Alors, si une transformation entre A et B est dite adiabatique réversible, cela veut dire que D delta Q AB est égal à 0. Alors, si on a un gaz parfait et une transformation adiabatique réversible, on a la fameuse loi PV gamma est égal à une constante qu'on va démontrer tout de suite. Transformation adiabatique, donc delta Q est égal à 0. Cela signifie que lambda dP plus nu dV est égal à 0. On remplace alors lambda par CV fois V sur R et mu par Cp fois P sur R pour le cas du gaz parfait. On divise le tout par CV fois V fois P. On a alors dP sur P plus Cp sur Cv fois dV sur V est égal à 0. Alors si on remplace Cp sur Cv par gamma, on a alors dP sur P est égal à moins gamma dV sur V. On intègre cette expression des deux côtés, on trouve alors le log de P est égal à moins gamma log de V plus une constante. On réarrange un peu cette égalité en mettant ln de P est égal à moins ln V à la puissance gamma. Et puis on met le ln de V de l'autre côté, ça nous donne ln de P fois V gamma, le tout dans le ln, est égal à une constante. Donc P V gamma est égal à une constante. On a alors PV gamma est égal à une constante pour le cas d'une adiabatique réversible, mais il y a d'autres formes entre T et V et entre T et P. Donc à partir de PV est égal à nRT et PV gamma est égal à une constante, on peut déterminer facilement T fois V gamma moins 1 est égal à une constante. Ou encore à partir de V est égal à nRT sur P et toujours PV gamma est égal à une constante, on peut obtenir T fois P à la puissance 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Alors, je rappelle ici juste une remarque importante, c'est que lors d'une transformation adiabatique, la température peut bouger, peut varier, sans qu'on ait un transfert de chaleur. Alors, pour ce qui concerne les parois, on parle de parois adiabatiques lorsqu'on n'a pas de conduction de chaleur, et on parle de parois diathermales au diatherme si on a une conduction de chaleur. Alors, pour ce dernier paragraphe, on va définir les coefficients thermoélastiques. Ce sont des coefficients qui ne font pas intervenir ni la chaleur ni l'énergie. Elles font intervenir uniquement les trois variables, pression, volume et température. Alors elles sont au nombre de 3, alpha, bêta et chi. Le coefficient alpha, c'est le coefficient thermoélastique de dilatation isobare. Alpha est égal alors à 1 sur V fois la dérivée partielle du volume par rapport à la température en maintenant la pression constante. Alors elle est souvent positive et est exprimée en 1 sur Kelvin. Le coefficient bêta, c'est le coefficient de dilatation isocore. Il a la même unité que alpha, K-1. Bêta est égal alors à 1 sur P fois la dérivée partielle de la pression par rapport à la température à volume constant. Le troisième coefficient noté qui, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. Son expression est xi indice T comme isotherme est égal à moins 1 sur V fois la dérivée partielle du volume par rapport à la pression en maintenant la température constante. On l'exprime en Pascal moins 1. Alors juste une petite remarque, ces coefficients thermoélastiques sont facilement mesurables parce qu'on maintient une variable constante et on fait varier l'autre variable par rapport à l'autre. Par exemple, pour le coefficient alpha, on fixe la pression à la pression atmosphérique par exemple et on mesure la variation du volume en fonction de la température, le chauffage. Donc un simple chauffage nous donne alpha. Alors à partir de là, on peut déterminer facilement les équations d'état de n'importe quel système. Alors avec ces coefficients thermoélastiques prend fin cette vidéo. On va le développer mieux au TD. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous souhaite bonne continuation et merci.